Hello, donc on est dimanche 19 juin et c'est une nouvelle vidéo book haul que je vous fais aujourd'hui, alors que normalement j'étais en Aubagne, hein, mais bon, on est passé pas loin d'un Easy Cash hier en allant faire les boutiques avec ma fille, et donc du coup, voilà, je vais faire un petit tour. Et je ne suis pas ressortie les mains vides. Donc je viens vous montrer tout ça. Donc en fait dedans il y avait des livres que j'avais repérés depuis un moment. Et du coup comme je suis tombée dessus à des prix défiant toute concurrence qui font que résister c'est pas possible. Et il y a des livres que je n'avais absolument pas prévus, dont certains je n'avais jamais entendu parler. Et en lisant la quatrième de couverture, eh ben, j'ai complètement flashé et obligé de les ramener avec moi. Donc on va commencer par les lectures qui étaient prévues entre guillemets, mais des livres que je connaissais pour en avoir entendu parler, soit par des avis de bookstagrammeurs, booktubeurs et compagnie, et on verra ensuite les livres surprises. Donc parmi les livres dont j'avais entendu parler et qui me faisaient envie, il y a donc L'homme au murmure de Alex North qui est paru chez Seuil dans leur collection Thriller, où on est avec un écrivain veuf, Tom, et son fils de 8 ans, Jake, qui emménagent dans une nouvelle ville, si charmante et calme en apparence, mais où 20 ans plus tôt, un serial killer a été arrêté après avoir tué plusieurs enfants. Et on l'appelait l'homme au murmure, voilà. Et des murmures que Jake a entendus à la porte de sa maison. Que se passe-t-il? C'est marqué « Et si tout recommençait ?» Donc, voilà. Déjà rien que bon, le résumé est très tentant. Et j'ai vu passer beaucoup d'avis hyper positifs sur cette lecture. Donc là, il était à 8 € chez Easy Cash. Voilà, 8 €, un grand format. J'allais pas me priver. Ensuite, j'ai pris La pyramide de boue de Andrea Camilleri, paru chez Fleuve Noir. Et donc c'est une enquête du commissaire Montalbano. Alors, c'est pas sa première enquête. Alors, celui-là, j'avoue que moi, cette couverture chez Fleuve Noir là qu'ils font, je la trouve mais magnifique, j'adore. Et c'est en fait comme ça que j'avais repéré, alors pas celui-là, parce que je crois qu'elle en a fait un plus récent, mais c'est la couverture que j'avais repérée en librairie, sauf que, alors, pour la petite histoire, comme c'est une série policière avec un enquêteur récurrent, donc en l'occurrence le commissaire Montalbano. Dans mon esprit, moi j'aime bien les lire toujours dans l'ordre pour avoir le fil rouge du personnage principal. Sauf que là, autant vous dire que quand j'ai regardé, voilà, je vous montre. Vous la voyez, vous, la longue liste de romans qu'il y a avant. Et donc du coup, celui-là, je ne sais même pas lequel, à combien on en est, mais voilà. Donc, bon, en même temps, c'est pour ça aussi que j'avais résisté à l'acheter en librairie, parce que je voulais lire les premiers avant. Mais là, celui-là, chez Easy Cash, était dans un bac spécial, et il m'a coûté 1 €. Alors, à 1 €, il y avait moyen que je prenne celui-là, quand bien même je ne vais peut-être pas le lire tout de suite, et encore que si peut-être je peux le lire, et que si je sens que je suis gênée par le manque de connaissances sur ce qui s'est passé avant, je peux l'arrêter, c'est pas gênant, voilà. D'ailleurs, si vous qui regardez cette vidéo, vous connaissez cette autrice et cette série policière, dites-moi en commentaire si vraiment il faut les lire dans l'ordre, ou si on peut les prendre un peu n'importe comment, parce que
oui, il y a un enquêteur récurrent, mais finalement, on n'a pas trop d'infos sur sa vie personnelle et c'est l'enquête qui prédomine et qui est plus important. Parce que c'est ça aussi qui fait la différence. Il y en a certains où c'est un enquêteur récurrent et pour autant, sa vie perso, on n'en sait rien. Donc, j'ai pris aussi La perle et la coquille. Alors, hop, évidemment, ça brille. De Nadia Hachimi. Alors, celui-là, ça fait un moment qu'il est. Et donc là, il est paru, c'est l'édition chez Milady. Ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait un moment qu'il est sur ma wishlist et que je me dis, voilà, parce que bon, le thème de l'histoire et le nom de, enfin, et l'autrice, et ça me fait penser en fait au roman de Raleigh Goscinny que moi j'adore, où je les ai tous lus et vraiment c'est des lectures qui m'ont emporté. Donc ce genre de lecture, c'est totalement des romans qui peuvent me plaire et donc ça fait un moment que j'avais envie de lire celui-là, mais voilà, long wishlist, et là clairement c'est l'objet livre en lui-même qui a provoqué l'achat, parce que, alors comment je vais faire pour que vous voyez bien, vous voyez ça brille, voilà, la mise en, enfin, l'objet livre, la couverture, avec une jaquette comme ça à l'intérieur. Hop, je l'ai trouvé super beau. Et donc, bah, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Et donc, on est... alors, c'est Kaboul en... Et je suis en train de tilter que l'autre d'avant... Ouais, booktubeuse en carton. Je ne vous ai pas parlé du résumé, ce qui est un peu le but des vidéos book haul. Donc, allez, on rembobine, on repart donc sur... Andrea Camilleri, La pyramide debout. On est sur une nouvelle enquête du commissaire Montalbano qui se rend sur un chantier boueux où l'on a retrouvé le corps sans vie de Giugiu Nicotra, expert comptable qui vivait avec Inge, une Allemande de 25 ans et qui, malgré le drame, reste introuvable. Autre particularité, le cadavre a été découvert en caleçon et un mystérieux vélo a été abandonné sur les lieux du crime. Voilà de quoi attiser la curiosité du commissaire. Sur fond de bataille entre les deux familles qui se partagent la région, Montalbano se lance sur la piste d'un homme mystérieux que le comptable et sa très belle compagne hébergeaient, mais qui cherche à intimider les témoins et un journaliste enquêteur. Sous la pluie qui a fait fondre la pyramide debout au centre d'un chantier, offre la terrible métaphore de la société corrompue et déliquescence dans laquelle le commissaire doit se battre. Hop, on y retourne. La perle et la coquille. Donc de Nadia Hachimi, où on est à Kaboul en 2007. Les talibans font la loi et comme un malheur n'arrive jamais seul, Rahima n'a pas de frère et son père est malade. Ses sœurs et elle ne peuvent donc en aucun cas quitter la maison, encore moins pour aller à l'école. Leur seul espoir réside dans la tradition des Batchapoch qui les autorise à travestir la fillette jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Avec ses cheveux courts, vêtue comme un garçon, Rahima jouit alors d'une liberté qui va la transformer à jamais, comme son ancêtre Shekiba un siècle plus tôt. Évidemment, ils vont coller l'étiquette. Donc, je ne peux pas vous lire la fin. Pardon, je rigole toute seule, mais... Alors, voilà, séquence pétage d'ongles en enlevant l'étiquette. Bon, après, ils disent les destins, alors j'imagine des deux femmes qui se font écho à deux époques différentes. Hop. Je l'ai vachement préparé, hein, le truc, pas du tout. En fait, j'ai attrapé ma pile ce matin en me disant, allez hop, je fais la vidéo. Voilà, c'est ça. Les destinées de ces deux femmes, donc Rahima et Shekiba un siècle avant, se font écho et offrent et constituent un vibrant témoignage sur la condition féminine en Afghanistan. Et donc, du coup, moi, c'est un domaine de lecture qui me passionne également depuis toute jeune, puisque une de mes premières lectures dans ce pays-là, c'était Jamais sans ma fille,
qui avait été une lecture marquante de ma jeunesse, j'avais adoré. Et donc, du coup, j'avais poursuivi ensuite avec les livres de Khaled Hosseini, qui sont tous super bien. Bon, ma préférence va à 1000 soleils splendides, mais les autres étaient vraiment très très bons. Et donc celui-là me semble être bien parti pour être dans la même veine. Et j'ai très hâte de le lire. Alors je pense que je peux me le caler pendant les vacances d'été. C'est jamais. En même temps, je dis ça à chaque fois de chaque pile, enfin chaque livre que je prends. Oui, je vais le lire très vite. Ma palle, elle est à 500. On doit avoir dépassé les 500 livres à lire. Et ils sont tous dedans des livres que j'avais dit que j'allais lire très vite. Bref, donc du coup maintenant, on passe au livre surprise. Alors quand je dis surprise, c'est parce que c'est des livres que je n'avais pas entendu parler, et donc je n'avais pas entendu parler, parlons français un peu, et qui, par la 4e de couverture, m'ont convaincu qu'il fallait que je les lise absolument. Alors bon, le premier, c'est Pourvu que la nuit s'achève de Nadia Hachimi. Alors bon, je vous ai parlé du précédent, celui-là, il était dans le bac des livres à 1 euro. Donc déjà, voilà, le prix, ça aide. Et le résumé nous dit que ça raconte l'histoire de Zeba, qui est retrouvée devant chez elle, le cadavre de son mari à ses pieds. Il paraît évident aux yeux de tous qu'elle l'a tué. Depuis son retour de la guerre, Kamal était devenu un autre homme, alcoolique et violent. Mais cette mère de famille dévouée est-elle capable d'un tel crime? Présumée coupable, Zeba est incarcérée dans la prison pour femmes de Chilmatab, laissant derrière elle ses 4 enfants. C'est à Youssouf, revenu des États-Unis pour régler une dette symbolique envers son pays d'origine, l'Afghanistan, que revient la défense de ce cas désespéré. Mais la prisonnière garde obstinément le silence. Qui cherche-t-elle à protéger en acceptant de jouer le rôle du suspect idéal? Et dans ces conditions, comment faire innocenter celle qu'on voit déjà pendue haut et court? Voilà. Moi, résumé qui me tente bien. Voilà. Je ne prenais pas trop de risques, on va dire, à le mettre dans ma pile à lire. Donc ça fait partie des premiers romans surprises de ce book-haul. Alors ensuite, j'ai pris des Lendemains qui hantent de Alain van der Hicken, paru chez Rouergue, aux éditions du Rouergue. Alors, je n'en avais jamais entendu parler. Et il est paru en 2020, ce qui est quand même ce qui fait que c'est un livre récent. Et pourtant, moi, je ne l'ai pas vu passer. Mais bon, ça, c'est pas dramatique. Il y en a tellement qu'on ne peut pas être au taquet sur toutes les publications. Et quand j'ai lu le résumé, forcément. Voilà. Donc, alors c'est un résumé qui est assez long. Mais globalement, en fait, on a plusieurs personnages. C'est à la veille des vacances de Noël, au tournant de l'an 2000. Quelques jours plus tôt, l'Erika a fait naufrage au large de Penmarch, répandant une pâte bitumeuse sur les côtes de la Bretagne. À l'insu des instituts de météorologie, une gigantesque tempête se forme au large de Terre-Neuve et s'apprête à franchir l'Atlantique pour frapper l'Europe. Martial, lui, se hâte de quitter le tribunal de grande instance de Souvray où il travaille comme greffier. Il a promis d'aller chercher son fils à l'école. Lulu veut que ses copains voient la nouvelle voiture de son père avec la roue de secours fixée sur la porte arrière. Il vient d'avoir 7 ans. Alors que les parents s'avancent dans la cour, on entend des pétards, une série d'explosions, peut-être des gamins qui fêtent le début des vacances. Lorsqu'une institutrice surgit et s'effondre, ensanglantée, Martial comprend. Au péril de sa vie, alors que la police entre très rapidement en action, il réussit à atteindre son fils et, croit-il, à le mettre en sécurité. Son existence, en réalité, vient de basculer irrémédiablement. Bon, déjà, rien que le résumé, là, t'attrape bien et tu te dis « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Dans ce roman d'un homme qui exige de savoir, Alain van der Hicken nous fait vivre au plus près les rouages d'une enquête entre son versant policier et celui de l'institution judiciaire avec ses juges, ses procureurs, ses avocats, le quotidien d'un tribunal de province.
Autour de Martial, des hommes dont le métier est de côtoyer le pire vont faire corps pour qu'émerge une de ces vérités terribles et ordinaires qui mènent au crime. Alors, rien que ce dernier paragraphe a suffi aussi à participer à me convaincre des formations professionnelles, évidemment, puisque je travaille dans un cabinet d'avocats, que je vis quotidiennement dans les procédures judiciaires et que du coup, j'ai envie de voir comment c'est traité dans cette histoire. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, je suis tombée sur Maître et esclave de Paul Gréveillac, qui est paru aux éditions Gallimard en 2018, je crois que j'ai regardé hier. Parce que c'est pareil, je n'avais jamais entendu parler ni de l'auteur, oui c'est ça, 2018, ni de l'auteur, ni du livre. Et en fait, bon, c'est le mot esclave sur la tranche là, parce qu'en fait dans EasyCash ils sont rangés comme ça, et c'est le titre qui m'a fait m'intéresser au roman. Parce que, bon, voilà, esclave, voilà, si vous me suivez, vous savez que j'aime les histoires sur la guerre de sécession aux États-Unis, cette période-là, voilà, donc esclave. Voilà. Sauf que du coup, en lisant le résumé, c'est pas du tout la question, mais le résumé m'a embarqué et je me suis dit, ah, mais ça peut être intéressant, en dehors de ma zone de lecture habituelle, mais après tout, pourquoi pas. Donc, Ke Huy naît en 1950 dans une famille de paysans chinois au pied de l'Himalaya. Au marché de Yahan, sur les sentes ombragées du Sichuan, au champ et même à l'école, Ke Huy, en dépit des suppliques de sa mère, dessine du matin au soir. La collectivisation des terres bat son plein et la famine dessine bientôt le village. Repéré par un garde rouge, Ke Huy échappe au travail agricole et à la rééducation permanente. Sa vie bascule. Il part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui sa mère, sa toute jeune épouse, leur fils et un village dont les traditions ancestrales sont en train de disparaître sous les coups de boutoir de la Révolution. Dans la grande ville, Ke Huy côtoie les maîtres de la Nouvelle Chine, il obtient la carte du parti. Devenu peintre du régime, il connaît une ascension sans limite. Mais l'histoire, avec un grand H, va bientôt le rattraper. Et moi, le résumé, voilà, c'est pas du tout le genre de lecture que je peux faire d'habitude, mais là, en lisant le résumé, j'avais envie, ça m'a donné fortement envie de découvrir cette histoire pour avoir un autre point de vue de ce que je peux lire d'habitude. Et donc, j'ai tenté l'aventure. En même temps, à 4 €, c'était pas un grand risque, parce que si ça ne me plaît pas, voilà, ça m'a pas coûté une fortune. Et le risque est minime. Et le dernier, parce qu'on arrive enfin au bout, c'est Revenir à Vienne de Ernest Lothar, paru aux éditions Liana Levy. Voilà. Et donc, alors, il est paru en 2020, je crois, parce qu'il faisait partie des nouveautés. 2019. Voilà, 2019 aux éditions Liana Levy. 2020, j'ai une petite étiquette, mais ils se sont trompés. Et on est donc dans un roman traduit de l'allemand, forcément Ernest Lothar. Vienne, en cette année 1946, brille encore de tous ses feux dans les mémoires, bien que la guerre ait mis à genoux le pays, affamé la population et détruit une bonne partie des immeubles cossus. L'opéra lui-même est complètement calciné. Pourtant, dans les grands hôtels, les femmes recommencent à danser, cette fois avec les Américains qui occupent la ville. Y retourner après 8 années d'exil new-yorkais constitue le rêve de Félix von Geldern et de sa grand-mère Victoria, mais malgré les beaux habits sortis des malles, le cœur n'y est pas. Comment danser sur les décombres, renouer avec les anciennes amours et faire fi des compromissions et des non-dits sur le récent passé nazi. Revenir, c'est être déchiré par des sentiments contradictoires, la condamnation ou le pardon, un grand roman sur la difficile confrontation avec une histoire que l'on aimerait oublier. Et du coup, en lisant le résumé de ce livre que je ne connaissais pas, et que je me suis dit qu'il fallait
que je le lise absolument. Comme pour beaucoup d'ailleurs de livres et de beaucoup de lecteurs, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Les résumés parfois sont... Ouf, si on s'écoutait, on les prendrait tous. Sauf que moi je m'écoute un peu trop et je les prends tous. Donc celui-là, on verra bien. C'est un sujet forcément... Alors là c'est après la guerre. Mais ça permet aussi de donner une image, de voir comment les gens ont évolué et cherché à s'en sortir après. Donc il me faisait très envie, en tout cas quand je l'ai découvert dans les rayons de Easy Cash. La lecture du résumé m'a convaincu et hop, c'était bon, je l'embarquais. Et donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo book haul. 7 nouveaux livres dans ma pile à lire pour quelqu'un qui avait dit no buy jusqu'à la fin du mois de juin. C'est un peu cramé. Mais j'ai tenu 15 jours entre le dernier craquage chez Easy Cash où j'avais dit non mais c'est bon, là j'achète plus. Voilà. 15 jours plus tard, on y retourne et on recraque obligatoirement. Donc là, comme je ne vais pas y retourner jusqu'à la fin du mois de juin, qui voilà, on est un peu le 20, il reste 10 jours, oui, non, je ne vais pas y retourner, donc je peux dire que je suis de nouveau en no-buy, hein, on y croit. Et bien sur ce, je vais vous laisser là. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous connaissez les romans que je vous ai montrés et si vous les avez lus, si vous les avez aimés, et puis voilà, que je puisse avoir déjà vos avis sur des livres, ceux que je ne connaissais pas, et que voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, et je vous dis à très vite, ou pas, on ne sait jamais, pour une nouvelle vidéo book haul sur la chaîne, ou sinon il y a aussi les vlogs toutes les semaines. Donc à bientôt.